Nous sommes avec Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Bonjour Madame Thévenot, j'imagine que ce n'est pas facile d'être une députée macroniste en ce moment. Pas facile d'être une députée tout court. Mais on est là, on est mobilisés, on continue à travailler, à faire en sorte que le dialogue revienne au centre de l'Assemblée nationale, qu'on fasse place au débat et plutôt qu'aux invectives qui depuis, c'est pas nouveau, hein. Ça fait 2 ans qu'on le dit. Donc à un moment, il faut soit qu'on ait tous un électrochoc et qu'on y aille franchement, en disant que peut-être qu'on n'a pas tout bien fait, et ça c'est une réalité, on n'a pas tout bien fait, mais là il va falloir qu'on avance. Mais j'entends ce que vous dites, moi vraiment j'entends ce que vous dites, mais les électeurs du Rassemblement National et Madame Le Pen, elle a le sentiment qu'ils sont ostracisés. Lorsqu'on parle d'arc républicain, lorsqu'on explique hier, comme le président Macron, que c'est anti-républicain, une motion de censure, forcément les électeurs se disent, mais en fait, on en parlera évidemment après la pause, mais le mot anti-républicain, il n'est pas adapté dans la bouche d'Emmanuel Macron, il n'est pas adapté puisque c'est une motion de censure et c'est la Constitution qui le prévoit. En quoi est-ce anti-républicain ? En quoi sont-ils ostracisés ? Mais en quoi est-ce anti-républicain la motion de censure ? Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que une motion de censure, c'est un droit réservé par la Constitution, qui est protégé par la Constitution et qui permet à chaque député de s'en saisir. Mais en face du droit parlementaire de motion de censure, il y a aussi un devoir politique. Venir censurer un gouvernement pour lui dire « nous ne sommes pas d'accord sur cela ou ceci », très bien, mais empêcher le pays d'avoir un budget à un moment extrêmement important... Mais en quoi est-ce anti-républicain ? Mais je vous réponds. Là, c'est pas une réponse. Si elle vous convient pas, c'est un sujet. Mais en tout cas, c'est ma réponse. C'est pas parce que ma réponse ne vous convient pas que c'est pas une réponse, quand même. Madame Thévenot, ce n'est pas anti-républicain. Mais vous allez pouvoir répondre dans une seconde, puisque Émilie Dez, moi j'accepte tous les arguments, je vous dis en quoi est-ce anti-républicain ? J'ai toujours pas compris pourquoi elle a dit ce mot-là. Émilie Dez à 11h32 et Madame Thévenot après. Et je remercie une nouvelle fois Prisca Thévenot d'être avec nous. Elle est députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. C'est vrai que tout le monde adhère à ce que vous avez dit, que chacun puisse se parler, bien évidemment, puisque chacun a été élu, je parle à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Mais effectivement, on a le sentiment... Je parle sans doute pour les députés du Rassemblement National, qu'ils sont ou méprisés ou ostracisés ou que sais-je. Et le mot d'Emmanuel Macron hier va dans ce sens-là. C'est anti-républicain. C'est simplement la Constitution. Je vais juste vous dire, si, comme pour reprendre vos termes, vous faites la voix des députés du Rassemblement National qui se sentent ostracisés, je vous réponds de façon extrêmement détendue. Les 577 députés à l'Assemblée nationale ont tous la même légitimité. Ils ont tous été élus au suffrage universel direct. Maintenant, il faut regarder que quand il y a des votes, des lois qui passent, ça se fait avec l'entièreté des forces politiques à l'Assemblée nationale. Et par rapport à cela, moi je peux vous le dire, je me suis déportée pour être en commission lors de l'étude des budgets à l'Assemblée nationale, et en commission, j'ai pas eu l'impression que le Rassemblement national, les députés du Rassemblement national, étaient ostracisés, puisque même ils avaient réussi à faire battre les députés du bloc central en s'alliant avec la France Insoumise et la NFP. Pendant toute l'étude du budget en commission, ces députés, aussi bien du Rassemblement national que de la NFP, ont fait battre en permanence le socle commun pour pouvoir faire augmenter les impôts, taxer d'autant plus, et c'est qu'à la fin de l'examen qu'ils se sont défaits les uns des autres. Donc vous voyez, entre ce qu'on peut dire sur les plateaux télé et la réalité de l'Assemblée nationale, il y a quand même un monde. Il y a un monde. Et je pense que derrière les effets de manche qu'on peut voir sur les réseaux sociaux des uns et des autres, il y a un travail parlementaire à regarder et qui est public. Il se passe bien évidemment en séance, mais il se passe aussi en commission. Et il faut pouvoir le regarder pour comprendre ce qui se passe. Bon, j'entends ce que vous dites, j'entends aussi ce que disent parfois les députés du Rassemblement National. 11 millions de voix, c'est le premier parti en France, parti qui n'est pas représenté par exemple au bureau national de l'Assemblée nationale. Ça je vais vous le dire aussi. Et vous savez pourquoi ? Vous allez me le dire ? Mais non, parce qu'il faut le demander aussi à ces députés du Rassemblement National dont vous vous faites l'écho aujourd'hui. Il y avait des vice-présidents dans l'ancienne législature. Mais parce qu'ils ont eux-mêmes choisi de se mettre dans cette posture de victimisation. Ils ont voté massivement au premier tour pour les candidats NFP, ce qui mathématiquement leur donne peu de chances d'être ensuite au bureau et être élus au bureau. Ils sont roulés par terre, parce que même nous on a regardé, on s'est dit mais ils ont voté massivement pour les candidats du NFP. Et par défaut, ils se mettaient KO eux-mêmes dans l'élection du bureau. Et à peine l'élection avait-elle eu lieu que les tweets existaient déjà sur le Rassemblement National.
C'était une stratégie dans laquelle, oui, tout le monde est tombé dans le récit. Je pense qu'on a le droit de dire la vérité. Écoutez, c'est en tout cas, vous êtes là pour donner votre interprétation, Madame Lavalette. La réalité des votes, c'est des votes, c'est public. Lavalette était là avec nous tout à l'heure, elle est députée du Var. Si elle nous écoute, elle peut pourquoi pas vous répondre. Maintenant, que faut-il faire ? Pourquoi a-t-elle voté pour le NFP au bureau ? Écoutez, elle pourrait vous répondre si elle nous écoute. Alors maintenant, quel positionnement pour le futur gouvernement ? Est-ce que vous pensez qu'il faut rester sur la même équation que Michel Barnier, c'est-à-dire un Premier ministre de droite qui penche à droite pour avoir les LR, pour avoir le soutien sans participation du Rassemblement national et le Bloc central, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'il faut rechercher une nouvelle alliance avec le Parti socialiste, notamment, qui pourrait se détacher de la France insoumise et former une alliance de gouvernement avec le Bloc central? Il y a beaucoup de conditionnels dans ce que vous dites, et c'est pour ça que je vais faire très attention, parce qu'effectivement, il y a eu des annonces faites par Olivier Faure ce matin. Derrière ces annonces, moi, il y a aussi une réalité au cours des dernières semaines et derniers mois que je n'oublie pas. Donc là, il faut savoir où on va réellement. Est-ce que cette volonté de se détacher, mais réellement, c'est pas simplement au travers d'un tweet ou d'un bon mot, de se détacher réellement de l'indécence de la France insoumise, et je pèse mes mots quand je dis indécence, sera réelle et concrète. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense que au-delà, effectivement, des lepénistes et des mélenchonistes, il y a de quoi faire une majorité à l'Assemblée. Et c'est pas une majorité pour faire joli, c'est une majorité stable. Parce qu'aujourd'hui, et ça, vous pouvez en témoigner aussi à travers des auditeurs que vous rencontrez ou des personnes dont vous témoignez de la parole, les Français, ils veulent de la stabilité. Et avant de pouvoir parler de sécurité, de lutte contre l'immigration illégale, d'environnement, de pouvoir d'achat, de l'école, il faut pouvoir avoir un échiquier politique stable. Sinon, on fait rien. Et dans 3 mois, 5 mois, on sera encore sur ce plateau en train de commenter les mêmes instabilités avec zéro avancée. Et donc aujourd'hui, ce préambule, il est vital, il est essentiel pour le fonctionnement de notre République. Bon, on peut écouter peut-être quelques interventions aujourd'hui. On va écouter Olivier Faure. J'entends ce que vous dites, si la France insoumise et si le Rassemblement national ne sont pas présents dans un gouvernement, en tout cas ne sont pas représentés, mais c'est le retour de l'UMPS, c'est-à-dire du en même temps, et j'ai le sentiment là aussi que les Français ont du mal avec ce en même temps, et que une fois... En même temps. Il n'y a pas forcément de en même temps. On n'en est pas loin en tout cas, et que il est possible qu'après le retour ou le retrait d'Emmanuel Macron, on retrouve une droite et une gauche qui puissent s'opposer. Mais ça, on verra en 2027. Là, on est en 2024 et on doit avoir un budget pour l'année prochaine. C'est l'histoire de quelques jours là. Donc, on verra à 2027. Il y aura le temps. Il y aura le temps. Alors, en tout cas, ce que je vous propose peut-être, c'est d'écouter Olivier Faure. Il est premier secrétaire du Parti socialiste. Il était ce matin sur France Info. C'est pas moi qui décide de qui est prêt à discuter. Est-ce que vous moi, êtes prêt dans un gouvernement ? Oui. Mais je suis prêt à discuter avec tous ceux qui sont à l'exclusion du RN, évidemment, qui sont prêts à participer à cette discussion. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on retrouve tout le monde. Voilà, je vais pas trahir les uns et les autres, mais je parle avec des gens... Mais dans ce qu'on appelle le bloc central Oui, dans le bloc central. Bon, visiblement, il a un peu évolué, puisque Olivier Faure, il était avec Jean-Luc Mélenchon, il est prêt à travailler avec le Bloc central, en tout cas à discuter avec le Bloc central. À discuter. Donc prenons les mots tels qu'ils sont, il est prêt à discuter, on l'entend, et je pense que, encore une fois, aujourd'hui, vous savez, s'il y a une pluralité à l'Assemblée nationale, elle a déjà été mise en place en 2022, cette pluralité. Elle a été confirmée en 2024. C'est bien pour que, en fait, l'ensemble des nuances politiques puissent s'exprimer dans un débat. Ça fait un peu 4ème République, si vous me permettez. Ça fait surtout, en fait, un peu réalité de ce que les Français nous demandent. Oui, enfin, vous savez, parler au nom des Français, c'est toujours pareil. Mais je parle pas au nom des Français. Je me permettrai pas. C'est un peu 4ème République. Moi, parce regarde. On est élu au mois de juin sur un programme, et puis après on change d'alliance. Ça fait un peu 4ème République. On change pas d'alliance. On compose avec les forces en présence à l'Assemblée nationale. Vous pouvez pas me dire depuis tout à l'heure qu'il faut absolument écouter uniquement et seulement et sans aucun autre sujet le Rassemblement national et balayer d'un revers de main l'ensemble des autres députés de l'Assemblée nationale. Non, ça n'existe pas. Je dis que le pays penche à droite. Extrême droite, du coup. Non, d'abord, faut un jour définir ce qu'est l'extrême droite, d'ailleurs. Alors, très bien. Mais alors, on va se dire juste un truc. C'est que, oui, le Rassemblement national est à l'Assemblée nationale, comme les autres députés. Et je veux vraiment le dire, il y a une pluralité politique à l'Assemblée nationale qu'il faut pouvoir faire vivre. Et force est de constater, c'est que depuis 2022, et encore plus depuis 2024, là, les dernières échéances électorales, c'est des invectives sur invectives, on n'avance sur rien.
c'est pas tant le Rassemblement national qui est invectif que la France insoumise. Non, mais je suis pas là dans un rapport. C'est important de le dire aussi parce que vous qui parlez du Rassemblement national depuis tout à l'heure. Moi, je suis pas là pour en parler en fait. Mais vous êtes là. Non, mais qui vous a dit que je parlais du Rassemblement national? Vous dites sur invectif sur invectif. Mais vous avez dit Rassemblement national. Mais il faut dire qui fait les invectives. La LFI. Faut le dire. Il faut me laisser le dire. Vous l'avez dit. Merci beaucoup, vous l'avez dit. 11h42. Et nous sommes avec Prisca Thévenot. Je rappelle que vous êtes député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. D'ailleurs, vous n'étiez pas dans le dernier gouvernement, alors que vous étiez présente dans l'ancien gouvernement. Dans de les deux Attal. Précédents, oui. Bon, peut-être en avez-vous tiré un ressentiment ou une tristesse? Ah non, parce que j'ai tout de suite dit que ma place était à l'Assemblée nationale dans ce moment précis où justement, on le voit encore aujourd'hui et cette semaine, où là où ça doit gagner en stabilité, c'est à l'Assemblée nationale et je voulais apporter ma pierre à l'édifice. On s'interroge toujours dans la coulisse du pouvoir, le rapport qu'il y a avec Emmanuel Macron, le rapport qu'il y a avec le chef. Est-ce que c'est difficile peut-être de dire en tête-à-tête des choses que vous entendez sur le terrain parce que il y a une forme de déférence, parce que il n'est pas facile peut-être de parler à un président de la République comme on se parle là à un micro. Est-ce que vous diriez par exemple que lui-même parfois peut être un peu déconnecté de la réalité? Je le dis de façon assez simple, c'est que c'est assez facile d'échanger avec le président de la République. Et je le fais moi à titre perso assez fréquemment. Alors je dis pas que je l'appelle, je suis pas dans ce genre de relation. Mais effectivement, dès que j'ai des retours sur ma circonscription ou alors quand je suis en déplacement ailleurs pour voir des collègues députés, ça m'arrive quand j'entends des choses, qu'elles soient agréables ou pas d'ailleurs, et souvent quand elles le sont pas, je lui fais un petit message et souvent j'ai des réponses. Ça reste pas lettre morte. Après, ça veut pas dire que parce que j'envoie un message, tout de suite, ça va être oui, t'as raison, on va avancer, mais on est un certain nombre à lui écrire pour remonter des capteurs, et c'est normal. Maintenant, ce qu'on doit aussi être en capacité de faire, c'est nous aussi faire avancer les choses, et je le dis en tant que parlementaire, à l'Assemblée nationale. On a différentes institutions, effectivement, on a la présidence de la République, on a le gouvernement, et on a l'Assemblée nationale, qui est quand même aujourd'hui au centre de l'échiquier politique dans notre République. Et c'est là qu'on doit faire avancer les choses. Et malheureusement, on n'a pas réussi ces derniers temps. On n'a pas réussi. Alors, on va peut-être échanger avec un auditeur qui s'appelle Franck, qui habite Lyon. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour Pascal. Franck, bonjour Madame Thévenot. Bonjour monsieur. Franck, vous êtes dans quel domaine d'activité? Je répare des chaussures. Je suis cordonnier. Vous êtes cordonnier. Et vous êtes vous êtes tout seul? Vous êtes libéral ou vous êtes plusieurs? Non, je suis tout seul. Donc vous êtes le patron. Pour moi. Vous êtes votre propre patron. Bon, j'imagine que c'est pas facile par les temps qui courent, puisque pourquoi c'est pas facile d'être cordonnier aujourd'hui? C'est que comme les gens portent beaucoup de baskets, j'ai l'impression qu'on ne va moins chez le cordonnier que jadis où les gens portaient des souliers et les faisaient parfois ressemeler. On ne fait pas ressemeler des baskets. Ça se maintient, non, ça se maintient. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez en termes politiques, Franck? Je souhaite le départ d'Emmanuel Macron, non pas pour mettre le bazar et pour précipiter le pays dans la crise, etc., mais parce que je pense qu'il a eu 7 ans maintenant, ça fait 7 ans maintenant qu'il est au pouvoir, il a eu 7 ans pour y arriver, pour convaincre, et il n'est pas à la hauteur. J'ai écouté son allocution d'hier, je me suis senti, comment vous dire, je me suis senti insulté. Il n'y a pas d'autre mot, je me suis senti insulté. Quand il dit qu'on n'a pas compris, ça veut dire, vous êtes des idiots, vous êtes des imbéciles, vous n'avez pas compris, moi j'ai fait, moi Jupiter j'ai fait, et vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre, vous n'êtes pas assez instruit, vous n'êtes pas assez éclairé pour comprendre. En fait, non, on est éclairé, on est instruit, on est conscient de l'état dans lequel se trouve le pays, mais il est seul responsable de l'état dans lequel se trouve le pays. Il doit tirer les conséquences et puis il doit partir. Et puis... il a été élu. Il a été élu, Franck. Moi, ça fait plusieurs jours que j'entends ça et je suis pas pour remettre la légitimité de quelqu'un qui a été élu. Parce que si on commence à remettre une légitimité d'un élu, qu'il soit président de la République, sénateur, député, maire, je pense pas que ce soit une bonne chose pour nos démocraties, Franck. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Alors Pascal, vous avez raison, mais c'est pas une histoire du fait qu'il n'ait pas été élu. Il a été élu. C'est une évidence qu'il a été élu. Simplement, il a été élu, mais aujourd'hui le pays est bloqué. Aujourd'hui, vous avez 3 forces. Enfin, vous avez 2 forces qui sont sensiblement égales, extrême droite, extrême gauche. Vous avez un bloc central qui en réalité n'existe plus. Le pays, il est bloqué. Il est ingouvernable. On n'arrivera jamais
à faire une majorité. Jamais, ça peut pas. La gauche avec le centre, etc., ça peut pas marcher. Aujourd'hui, la seule solution pour repartir sur une base saine, c'est qu'il s'en aille. Madame Thévenot va vous répondre. Qu'on reparte bien. Madame Thévenot va vous répondre. J'entends votre propos, monsieur, et je vais rejoindre Pascal Praud sur le principe d'interroger la capacité de remettre en cause une légitimité élue au suffrage, acquise au suffrage universel direct, parce que là, du coup, ça peut avoir des conséquences encore derrière. La prochaine personne qui sera élue, à quel moment, du coup, sera-t-elle légitime? Dès l'instant où elle sera élue, on dira, bah oui, mais en fait, non, on veut recommencer, et là, on a un vrai problème de démocratie et de stabilité républicaine dans notre pays. Ensuite, moi, ce que je dis, c'est que il y a quelque chose qui est quand même assez évident, c'est que aujourd'hui, là où il y a un point de blocage, un point d'instabilité, c'est à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est élue à minima pour 1 an. Elle ne changera pas au cours de l'année qui va venir. Et donc, c'est là où nous devons, nous, en responsabilité, eh bien, recréer des moments, recréer des instances de dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, on va passer de compromis en compromission, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on doit reprendre le principe même de savoir qu'on porte notre écharpe, non pas pour préparer... Mais pas avec tout le monde quand même, pas avec le Rassemblement national. Vous n'imaginez pas vous mettre autour d'une table et entendre le Rassemblement national pour intégrer des propositions du Rassemblement national. Non mais attendez, intégrer les propos du Rassemblement national, moi je vais vous le dire très honnêtement. Attendez, je vais vous dire. Je vais vous donner 2 exemples. Quand le Rassemblement national, comme d'autres députés d'ailleurs, disent qu'il faut travailler à améliorer le pouvoir d'achat des Français. Je ne vais pas commencer à dire que je suis contre, parce que c'est le Rassemblement national qui dit non. Ça, c'est pas précis. Qui le dit. En disposition, par exemple, le Rassemblement national souhaitait que l'AME devienne l'AMU. Oui, ben là, j'imagine que vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Moi, je suis sur la ligne d'un rapport qui a été fait par M. Stefanini et M. Evin. C'est pas quand même des gens complètement dingos, les noms que je viens de vous citer. Donc, moi, je suis sur la ligne d'un travail profond et extrêmement important qui a été fait par 2 personnalités qui, quand même, sont assez connues dans notre pays pour leur sérieux. Donc, regardons le travail qui a été fait, et moi je suis sur la ligne de ce rapport. Maintenant, si vous me dites, est-ce que je suis d'accord avec l'ensemble des choses que le Rassemblement national porte? Non, pour la simple et bonne raison, je peux vous le dire, on en parlait tout à l'heure en off pendant la pub, c'est que moi j'ai un sujet, je suis binational, et le Rassemblement national l'a répété en long, en large et en travers pendant les législatives dernières, qu'il voulait un statut différent pour les Français binationaux par rapport aux autres Français. Je trouve que c'est sortir de l'état de droit, et c'est insulter de nombreuses personnes. Il me semble qu'elle était revenue sur... oui, ils l'ont quand même dit, et ils ont après rétropédalé quand ils ont vu le tollé que ça faisait. Mais ils l'ont même écrit dans des amendements, Pascal Praud, ils l'ont écrit dans des amendements en 2022, en 2023. Marine Le Pen a été souvent interrogée là-dessus. C'était simplement au moment des législatives sur un minimum de postes. C'est pas vrai, parce qu'en fait, les paroles s'envolent et les écrits restent. Moi, je fais pas le procès à Madame Le Pen. Je fais pas de procès, c'est pas un procès, c'est la réalité. Mais en fait, je pense qu'il faut... Non, mais vous pouvez pas toujours me dire que le Rassemblement national est incroyable, exemplaire, et quand ils se plantent, ils se sont trompés dans leur phrase. Je ne dis pas ça, loin de là. J'essaye d'apporter précisément ce qu'a dit Madame Le Pen sur ce sujet. Eh bien, moi, je vous dis qu'en tant que parlementaire, nous avons eu des amendements écrits, qui sont encore sur le site de l'Assemblée nationale, sur cela. Et c'est pas parce que vous allez mettre Marine Le Pen en fond sonore quand je parle que je vais... ça serait pas... Non, mais ma question, vous n'y avez pas répondu très précisément. Et ensuite, pour se mettre autour de la table. Position de principe. Non, mais vous disiez pour se mettre autour de la table. Je réponds à votre question mais initiale. avec tout le monde. Mais vous savez, à l'Assemblée nationale... LFI, Rassemblement national. Écoutez, attendez, je crois que j'ai aucun débat sur le fait que je dis je suis ni avec la LFI ni avec le Rassemblement national. Force est de constater que quand on est parlementaire à l'Assemblée nationale, vous dites se mettre autour de la table. Nous sommes dans des salles de commission, tous ensemble dans les mêmes salles de commission. Et quand quelqu'un du Rassemblement national ou quand quelqu'un de la France insoumise parle, on se met pas tous à sortir ou mettre les mains sur nos oreilles. On s'écoute, on débat et on est souvent, très souvent, pas d'accord. Mais on est déjà tous en train de travailler ensemble. Maintenant, il faut quand même accepter que nos lignes sont dramatiquement différentes entre les LFistes et les mélenchonistes, et les lepénistes. Bon, il y a une question que j'aime bien poser aux uns et aux autres. Dans un deuxième tour, par exemple en présidentiel, si vous avez M. Mélenchon contre Mme Le Pen, pour qui vous votez? Mais on n'est pas en 2027, là. Non, mais comment dire? Vous pouvez pas, vous savez, répondre comme vous avez répondu à l'auditeur précédent en disant aujourd'hui nous ne sommes pas dans une démarche d'élection présidentielle parce que le président de la République a été élu pour 5 ans et venir m'interroger sur
une éventualité qui va être dans 3 ans, alors que là, on a un problème immédiat, c'est le budget de la nation. Madame Panot, moi je vous pose une question. Pas Panot. Madame Panot, ah non, Madame, vraiment pas. excusez-moi. Excusez-moi, Madame Thévenot, moi je vous pose une question et vous répondez comme vous le souhaitez. Voilà, c'est ça, c'est intéressant. Par exemple, j'ai posé cette question à certains et ils ont voulu répondre pour donner le signal que entre le Rassemblement national et la France insoumise, il faisait une différence. Et vous avez répondu ce que vous avez répondu et je ne vous en veux pas du tout. Mon travail, c'est juste de poser la question. Et moi de vous répondre. Bon, alors pardonnez-moi en revanche pour cette indélicatesse et vraiment j'en suis désolé. Prisca Thévenot, bien évidemment. Prisca Thévenot et qui est députée Ensemble pour la République. Vous allez, par exemple, ce week-end, vous allez être où ? Vous allez être dans les marchés de la ville, vous allez être ce week-end, je vais surtout, comme tous les samedis, emmener mes enfants au foot parce qu'ils ont entraînement de foot le samedi. Et ça, c'est important. Demain, on fait le sapin de Noël et ensuite, je vais au congrès de ma famille politique dimanche. Et ils ont 8 et 10 ans, je crois, vos enfants. Et j'entendais hier, j'étais très touché parce que j'étais avec Madame Royal hier. Et Madame Royal, on a pu parler ensemble après l'émission. Et elle me disait, lorsque j'étais en réunion, parfois je n'y allais pas. Et je disais, je vais m'occuper de mes enfants, j'ai 4 enfants, etc. Et elle a été toujours présente et puis elle est contente du résultat parce que ses enfants sont heureux, épanouis, ils ont trouvé évidemment leur voie. Donc c'est quand même le plus important, d'accompagner les enfants. Ils jouent dans le même club, vos enfants ? Oui, mais pas au même niveau forcément. Mais... 8 et 10 ans. Bon, c'est bien, 2 petits footballeurs. 11h58. Merci madame. Merci à vous. Merci beaucoup madame Thévenot et bon week-end à vous et joyeux Noël. Si on ne se revoit pas avant